Ouais, ça va? Ça y est, ça va bien? Ouais, très bien, merci. Bon, ça va, si c'est pas trop difficile finalement, on a réussi. C'est compliqué pour moi, je suis un peu dépassé par tout ça. Mais non, mais non, s'il y a un problème, je donne des cours comme ça, si besoin. Non, mais à la fin, j'ai pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Hein, vraiment, c'est un plaisir. J'ai envie de permettre, en tout ça, à ceux qui ne te connaissent pas, de te découvrir et de savoir tout ce que tu as pu faire, en tout cas pour les sports de combat. Euh, Bon. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation succincte pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors moi, je commence par le karaté quand je suis petit, à 6 ans. À 18 ans, je vois les premières images de l'UFC. Donc, je tombe amoureux. Je me rends compte que je suis pas un combattant, que je suis juste un karatéka. Et je vois le vrai combat parce que je suis un amoureux du combat depuis tout petit. Et j'arrête le karaté, je démarre la lutte. Je reçois, d'ailleurs, je démarre le kickboxing, un petit peu de boxe anglaise et le pancrace. La seule chose qui était autorisée à l'époque en France, le pancrace. Oui, oui, Mm. Voilà. effectivement. Il s'en est suivi tout un tas de titres que tu dois déjà savoir. Tout à fait. Alors, du coup, vraiment, toi, ta base, c'était karaté. Quand tu découvres Ouais, l'UFC, tu as commencé ouais. par voir quel UFC? L'UFC 1 ou c'était un peu plus Le, éloigné? le deux. Les Le fameux, 2. le Ah, 2. oui. Ouais, celui que tout le monde a vu avec le bonhomme comme ça. Et celui donc où Royce Gracie gagne. Et moi, c'est pas Royce qui m'impressionne le plus, si ce n'est sa désinvolte, son attitude désinvolte à pouvoir battre quelqu'un presque en le caressant. Donc ça me surprend. J'arrive pas à comprendre. Moi, je suis un pur et un dur. Mais je vois Ken Shamrock, cette espèce Oui. d'Américain à la plastique magnifique. Donc on dirait Marvel. Je le trouve magnifique, les pecs, tout. Il a un physique hors norme qui bat quelqu'un sur une clé de cheville. Et ça me retourne. Je dis comment, en combat, tu peux aller attaquer la cheville d'un gars? Moi qui pensais Oui. qu'au coup de poing dans la gueule, le karaté, le coup de poing, je me dis, je n'ai rien compris au combat. Il faut tout recommencer. Et donc j'ai recommencé. Et c'était quel karaté que tu faisais? Le Shotokan ou un Shotokan. autre? Shotokan. Très Shotokan. bien. Shotokan est spécialisé dans les katas. D'accord. Mon père était technicien, il aimait les katas, et puis j'étais trop violent pour le karaté et combat. Déjà. Oui, mais à l'époque, de toute façon, chacun avait un peu sa discipline, avait son sport de prédilection. Et puis quand ils C'est ça. arrivaient au fight MMA, on va se dire, à ce Mhm. moment-là, il mettait en place, il allait avec tout son bagage et il essayait de faire au mieux, en tout cas, pour intégrer tout ce qu'il ne connaît pas encore, comme par exemple le sol et autres. Mais tu t'es C'est ça. spécialisé, du coup, avec la lutte. Ça a été comment a été la découverte de la lutte? Lutte et sol, donc déjà la lutte, parce qu'on avait un très bon prof de lutte, un mec qui avait fait les JO à Munich, Georges Carbas, un excellent prof. Et on avait un copain qui était champion de France, aussi au lycée. Donc Damien et moi, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Damien. Donc, et puis on voit ses premiers UFC, et nous, on a l'habitude de tenir sur nos pieds, de se battre sur nos pieds. Donc on dit, bon, il faut qu'on aille essayer un lutteur. Bon, ben là, on a compris, quoi. Oh, putain, on a reçu. J'ai dit, après, en sortant du premier cours de lutte, où je me suis fait jeter dans tous les sens par un mec qui faisait 15 kilos de moins que moi, champion de France aussi, je me suis dit, comment je peux envoyer un coup de poing à quelqu'un si je suis même pas foutu de tenir sur mes jambes? Et je me suis dit, bon, ben, il faut tout revoir. Faut tout revoir. Le combat, le karaté, c'est du karaté, c'est un art martial, c'est bien, je crache pas dessus, hein. J'ai des super bases, des bons déplacements, des bons coups de poing, des bons coups de pied, mais c'était insuffisant. Ok. Et le valet tout dos. Le valet tout Ah, dos. Oh là là. on était bagarreurs, hein, mon frère et moi, on était des vrais bagarreurs, quand même. Ça, c'est la vérité. Par contre, on se battait debout, jusqu'à ce qu'on voit ces fameuses, le summum de la bagarre. C'est quand même ce fameux Ultimate Fighting Championship, ça parle tout seul, l'Ultimate. Euh, ça a été une révélation. Je me suis dit, en fait, je suis allé voir au club de lutte parce que moi, je pensais toujours bagarre quand même. Attends, hop, je reviens. Je pense toujours un peu bagarre. Donc, je me dis, moi qui suis un combattant, il y a le lycée, il y a les concours d'ego, un peu. Si je me fais attraper par un lutteur, comment je fais? Eh ben, au premier cours de lutte, je me suis dit, il faut pas que je me fasse attraper par un lutteur. J'ai compris que c'était pas bon du tout. Ou alors, il faut que je démarre la lutte. Et quand est-ce que tu as compris que tout ça, c'était comme un jeu d'échecs finalement? À partir des premiers, à partir de 2 mois où je force tellement
travail de force, ah ouais, j'ai beaucoup de force, mais ça sert à rien, la force, ça sert à rien, c'est insuffisant. La force a une durée limitée, donc quelqu'un qui est extrêmement technique, s'il a de la force, évidemment c'est un plus, mais quelqu'un qui n'a pas de force, sa technique peut suffire. Donc, à partir du moment où je finissais bleu, tellement j'étais asphyxié, alors que j'avais une condition physique de karatéka quand même assez, j'étais champion de France en titre, quoi, au plus haut niveau national, je me suis dit, non, il y a un problème, il y a un problème. Non, il y a un problème. Toute cette force que je mets, déjà, ne sert à rien, parce que je me fais battre quand même. Je me fais envoler ou je me fais battre sur des clés. Alors que le mec, a priori, n'est pas plus fort que moi, mais pas dans son style. Donc, je comprends, on réfléchit beaucoup avec Damien. Damien, cerveau aussi très, très avancé sur sa pratique, plus que moi à l'époque. Et donc, on commence à prendre des cassettes VHS et à regarder comment ils font les clés, de quelle manière ils contrôlent un gars, comment ils se positionnent pour pouvoir essouffler, pour pouvoir oppresser quelqu'un. Et on commence à prendre ces attitudes et on se rend compte que le poids n'est plus tellement important au début. Parce que les gens ne savent pas vraiment combattre au sol. Nous, en 2 mois, on arrive à niveau mondial parce qu'on le voulait. Mais quelqu'un, même s'il fait 120 kilos, s'il sait pas combattre au sol, avec tes petits 80 kilos de l'époque, ouais, tu peux l'asphyxier et le battre. Et ça, c'était génial pour nous. Et du coup, alors, qui a été finalement ton professeur sur les cassettes? C'était quelle cassette que tu avais examiné? Alors, les noms des anciens. Ken Shamrock et Frank Shamrock, les deux frangins Shamrock. Minoru Suzuki, le japonais. Bas Rutten. Cogneur, clé de extraordinaire. Qui y avait encore? Rickson Gracie, bien sûr. De tous les frères Gracie, Rickson, pour moi, j'ai une sorte d'admiration pour ce type-là. Je suis pas fan, hein, bien entendu, je suis fan de mes personnes, mais j'ai une admiration pour l'esprit de Rickson et tout le bon. Vraiment, il m'a toujours impressionné. Il a fait une cassette extraordinaire. Enfin, il a fait un documentaire extraordinaire. Et il y avait quelques Brésiliens comme Alan Goz. Oh, je te parle de ça, on est en 96, hein, quand même. C'était vraiment intéressant. On a appris sur eux. Et après, on s'est quand même rendu compte que dans la fameuse rings du Japon, en pancrase, il y avait, pancrase avec un S, il y avait quand même des combats truqués. Donc, quand même, ça nous a un petit peu retourné parce que nous, c'était du pur et dur. Il n'y a pas de trucage, on vit dans le vrai. Mais on s'est rendu compte qu'on a quand même appris des techniques valables et efficaces pour des combats qui étaient truqués, enfin, qui étaient un peu préarrangés, comme la rings au Japon. C'était une sorte de catch un peu réel, quoi. Ok. Et il y a eu des débuts en pancrace également en France. Du coup, c'était truqué ou rien à voir? Ah, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai sorti mes combats du premier championnat de France, les premiers combats. C'était réellement des gars qui sortaient de leur style et qui allaient essayer le mix, qui allaient se tester dans un autre. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas un style. Hein. C'est une opposition de style dans un combat ultime. Le MMA n'existe pas. C'est le free fight. On se bat, nous, avec notre style. Et je dis, je viens avec mon style. Mon style, c'est le meilleur. Et après, on s'est vite rendu compte que le MMA, mix martial art, est devenu un style de combat complet. Voilà, mais à l'époque, c'est une opposition de style, surtout. Oui, parce qu'on le voyait également avec les tenues. Hein. On vient en tenue de karatéka, on va affronter un sumo, on va affronter un n'importe qui. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est ça faisait très Jean-Claude Van Damme à la Bloodsport. C'était très collector. C'était une autre époque, justement. Ouais. Et donc, du coup, tu as dû voyager aussi pour te former? Oui. Alors, très vite, tu sais, on fait les premiers Golden Trophy en France. Les frères Inouï, je vois Cyril Bravet qui parle des frères Inouï, absolument. Oui. Dans les gens qui nous ont impressionnés au début, les frères Henson et Igan Inouï, très très bons japonais aussi, très solides. Donc on a voyagé. À l'époque, Damien et moi, on va sur Carpentras. Il y a un petit maître, un gnome, tout petit, grosse barbe, plus long que moi, qui est vraiment dans le spirituel et qui ouvre le CNPA, le Comité National de Pancrace Éducatif et Amateur. Et on va avec eux une paire de fois. C'est un ancien judoka aussi qui donnait des cours de sol et on fait notre mix un petit peu avec eux. On s'associe avec donc cette association et on fait des premières compétitions avec ça. Donc on se retrouve au début à rester en France entre Français, si je puis dire, qui découvrons. Je vais voir les copains à Paris, on va voir les copains à Avignon, les frères Schiavo sur Avignon aussi. Et on sympathise, on entend parler de nous ou par les magazines, pas trop à l'époque, ou par les Andy, et jusqu'à ce que, en 98, les Japonais intègrent le fameux Golden Trophy. Donc, il y a à l'époque, il y a un Japonais qui combat contre Aurélien Duhart, mais il y a un journaliste
qui s'appelle Manabou à l'époque, qui voit Damien, qui voit le combat de Damien, Damien gagne son premier combat face au vainqueur. Il lui fait une clé de bras, il lui casse le bras, enfin il lui casse le bras, il lui fait une belle entorse, mais comme l'autre se jette, et que c'était la vedette du Golden Trophy, c'était leur mascotte, comme il se jette hors de la surface, ils abandonnent la clé, alors que le mec a abandonné. Tu sais, et pour nous, on n'est pas d'accord avec ça. Si tu as abandonné, tu as perdu ton combat. Tu te remontes pas dans le ring avec un bras cassé. Donc, il remonte avec le bras cassé, il déclare Damien perdant, et le mec gagne son tournoi. Avec son bras cassé, quand même. Mais sa carrière s'arrête là, quand même. Damien avait gagné. Et les Japonais, au lieu de voir ce fameux vainqueur du tournoi, il a regardé le film de Damien, et il a proposé à Damien, à l'époque, moi, je fais un combat, je le gagne, mais je me blesse au genou, donc il n'a pas pu bien me voir. Il a proposé à Damien d'aller faire un test en Hollande, test qui s'avérait positif, puisque 2 mois après, il combattait au Shooto au Japon. Ça faisait à peine 2 ans. Il prenait le numéro 4 mondial, Takuya Kuwabara, de la catégorie d'en dessous. Voilà, c'était vraiment collector. Donc, on a commencé à... Damien était au Japon, tout seul, il n'y avait pas les moyens pour tous les deux. Et en 2000, on y est parti après tous les deux. Alors, on s'est bien perfectionné. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, puisque dernièrement, on était en train d'échanger avec des collègues notamment. On disait, c'est vrai qu'il y a énormément de frères. On en parlait aussi avec Jen. Il y a énormément de frères, en fait. Comment on explique ça, en fait, dans le MMA, le free fight? On a beaucoup de frères. C'est vrai que c'est curieux, ça, quand même. Il y a beaucoup de fratries, toujours 2 frères. Je peux pas te dire. Après, c'est un travail d'équipe. Je peux pas parler pour les autres. Mais nous, on a vécu dans ça depuis tout petit. Nous, on est des bagarreurs, on est conflictuels des fois entre nous, lui et moi. Donc, mais on s'aime, mais on se bat les autres, on se bat des fois entre nous. On est des frères, quoi. Quand on fait nos combats, même en karaté, il faut de la vérité. Donc, on se cogne pour de vrai, sous la direction et l'invitation du père qui dit, je veux du vrai karaté, quoi. Donc, déjà, nous, en karaté, on y allait. Donc, c'est là que tu vois, après on se rejoint tous les deux et on se retrouve, nous deux, contre les autres. Toute la guerre qu'on s'est fait à l'entraînement, c'est pour pouvoir aller voir les frères Guccio, les frères Scabo, les frères Chamron, les frères Inouï et tout, qui sont des fratries d'hommes forts. Et je trouve ça vraiment sympa. C'est faire les trucs à 2, c'est encore mieux. C'est vraiment bien, vraiment sympa. C'est vrai que vous du coup, vous tirez forcément l'un un peu plus vers le haut et à chaque fois, c'est bien, hein, franchement. C'est exactement ça. Et puis, Damien était le guide, hein. Damien a déjà été un peu plus âgé que moi. Donc, c'est lui, puis c'était vraiment un cerveau. Pourquoi? Il faisait 10 à 15 kilos de moins que moi. Donc, il a fallu qu'il développe sa technique pour pouvoir me contrer rien qu'à moi, rien qu'à son frère. À moi, à qui il apprenait à combattre. Donc, il m'apprenait à devenir un bon combattant. Et à côté de ça, il devait s'apprendre à lui à trouver une solution face à un mec de 10 à 15 kilos de plus que lui, qui était forcément un bon combattant puisque j'étais son élève. Tu vois un peu le micmac? Donc, il était obligé de développer ses propres stratégies à lui et ça a payé sur tout le monde. Il n'était pas spécialement beau à voir, mon frère, mais il se mettait. On a Boucher Patrick qui demande si tu t'entraînais avec les Chiavos des fois. Oui, bien sûr. On s'est rencontrés en 2001, je crois, ou 2002. Bien sûr, on s'est rencontrés en 2002 au Cage Wars. Là où Samy et moi avons pris une ceinture, tous les deux. Après, on s'est liés d'amitié. Donc, 2002-2003, on montait à Avignon, on s'entraînait ensemble, on partageait des techniques, on montrait nos styles, ils montraient le leur. Bien sûr, très bons amis, les frères Scavo. On a accroché, on est plus ou moins les mêmes. Bon, c'est vrai. Alors, toi, tu es de Perpignan, c'est bien ça? Oui. Ok. Comment se porte le MMA à Perpignan? Le MMA à Perpignan. Écoute, maintenant, on a, bon, hormis la blague Covid, hein, bien sûr, on met tout ça de côté. On a outre Damien et moi, au moins deux champions, deux professionnels qui sont pas forcément encore en activité, mais à part Damien et Mathias, donc les 2 fameux frères Richaud de Perpignan, il y a eu d'autres gars. Un qui est parti de Perpignan, Sébastien Garguier, qui a fait un très haut niveau aussi, et un gars qui vient d'arriver sur Perpignan aussi, Hakim, qui se reconnaîtra aussi. Bon niveau, un mec qui vient de l'Est, là-haut. En fait, on a du bon monde, on a de quoi s'entraîner vraiment sympa à Perpignan. Il y a du gros niveau. Ok. De toute façon, on va suivre ça. Je voudrais savoir, il y a quelque chose qui, moi, de toute façon, je pense que ça va choquer personne, j'ai vraiment envie de comprendre. C'est quoi cette histoire avec Robin Gracie? Ah, ça c'est collector quand même, ça c'est important d'en parler. Il y a des ça. J'ai envie de savoir vraiment. Expliquez parce que mieux que moi,
tu pourras pas savoir. En plus, j'essaie toujours d'être juste dans ce que je dis. Je t'explique. Robin est invité par des anciens élèves des gitans, une bande de gitans, des anciens élèves de karaté de mon père. Donc, ils nous ont vus petits. Un peu opportunistes, tu sais. Quand le Nambudo est arrivé, ils sont mis au Nambudo. Quand Taekwondo est arrivé, ils sont mis au Taekwondo. Donc, le Jiu-Jitsu est arrivé, ils se mettent au Jiu-Jitsu brésilien. Et ils trouvent leur contact et ils invitent Robin à faire un stage à Perpignan. Donc, nous, quand même, c'est quand même quand on a vu Rose Gracie et Ken Shamrock, quand on a vu ces gars qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse du MMA. Donc, Damien, c'est là que Damien avait un temps d'avance. Moi, quand je sais que Robin vient, je dis, putain, Damien, il faut que j'aille à son cours, à son entraînement, il faut que j'essaye de le battre en sparring sportif. Damien, il dit, non, moi, je vais le défier. Et même moi, sur le coup, je dis, mais non. Si, je vais le défier. Ces mecs-là ont défié tout le monde. Donc, on avait vu leur cassette vidéo où, à l'époque, ils ont défié tout le monde dans leur propre club, où on leur mettait des gifles, en leur disant, leur imposant de dire le jiu-jitsu est le meilleur sport. Des mecs qui faisaient du kung-fu, facile. Des mecs qui faisaient de la boxe, facile. Quand ils sont allés sur les lutteurs, déjà, c'était moins facile. Tu vois? Donc, ils ont fait tout leur style et toute leur connaissance sur ça. Donc, on est les meilleurs. Le jiu-jitsu brésilien, le Gracie Jiu-Jitsu, en situation de combat réel. Alors déjà c'est faux, puisque lorsqu'on est sur un tatami, c'est pas le combat réel, mais en plus ils prétendaient être les meilleurs dans les situations de combat réel. Damien il dit ben non, il vient dans ma ville, il vient proposer son art dans ma ville, je vais le défier. Et c'est là que je le trouve grand, en fait, parce qu'il est allé faire ce que personne d'autre au monde n'a osé faire. Les Gracie ont défié tout le monde. Et ils ont battu, à l'époque, tout le monde. Ils avaient un temps d'avance aussi. Et là, Damien, c'est lui qui s'est retrouvé avec un temps d'avance. Et non, tu viens enseigner un sport soi-disant invincible dans ma ville, je vais te prouver, ou alors je vais voir, je vais tester si vous êtes vraiment invincible. Donc quand il est allé, il est allé le défier au début de son cours, parce que Damien avait beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, beaucoup de justesse. Ça l'intéressait pas de battre quelqu'un qui venait se cogner 4 heures de cours. Donc au début du cours, il va lui parler, Robin lui propose qu'est-ce que tu veux faire une photo? Damien il fait non, va les tout d'eau. Donc Robin, il rigole, il dit, Valetudo, toi et moi, parce qu'il parle français, il parle très bien français, Robin. Ouais, Valetudo, toi et moi. Et il le regarde en rigolant, il lui tape sur l'épaule, à Damien, il lui dit, ok. Sauf que là, il y a quand même les gens qui nous reconnaissent. Donc les Français, donc ils sont avec Robin, parce il avait, en fait, ils sont tous du côté de Robin, c'est un stage pour Robin. Ils commencent un peu à blanchir. Ils disent, ouais, alors attention, combattant professionnel, un peu compliqué dans leur tête, ouais. Et Robin, il revient voir Damien, il dit, excuse-moi, tu as payé pour regarder le stage? Damien dit, non, je ne regarde pas ton stage. Je dis juste qu'au début de son stage, je te propose un défi. Comme ça, tu n'es pas fatigué. Et je ne prends pas quelqu'un de fatigué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer une légende de Gracie. Et là, ça s'articule. Son stage n'est plus du tout le même. Il fait pas de sparring. Il se prépare. Et moi, à ce moment-là, je travaille dans une autre ville. Donc, Damien m'appelle en me disant, Robin a accepté le défi. Je me dépêche, tout en respectant les limites de vitesse. Je descends de Toulouse à 180. Et j'arrive et je parle avec Robin. Donc, mais moi, je parle comme quelqu'un qui, je suis quand même enchanté d'avoir le frère Gracie qui a accepté le défi de mon frère à moi. Moi, je viens rêve, tu sais. Et là, je vois un mec quand même, je me présente gentiment, je parle espagnol alors qu'il parle bien français. Il me dit, excuse-moi, vous venez, je lui dis, bon, c'est un Valetudo normal, on se met pas les doigts dans les yeux, on se mord pas, on se met pas. Il dit, vous venez dans mes règles me défier, les règles sont pas pareilles. Et là, je change de gueule. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Non, vous venez me défier, les règles, c'est les règles. Ok, pas de problème. J'ai prévenu mon frère et je dis, la mère, méfie-toi. Il risque de mordre, il risque de foutre les doigts dans les yeux, méfie-toi. Il risque de foutre des coups de tête, méfie-toi. Et donc, si tu veux, ça fait un peu un échauffouré. Donc, on y va. Je discute avec Manuel Bérébi, qui est devenu un copain, après, qui est de la clique à Gracie. Et je lui dis, écoutez, bon, maintenant, c'est bon. On est venu sportivement. Vous voulez une guerre, il y aura une guerre. Il n'y a pas de problème. Mais c'est 1 contre 1. C'est-à-dire, Damien a défié Gracie. Gracie me dit, moi, mais j'ai d'abord mon élève, s'il veut. Donc, en parlant d'Emmanuel Bérébi, qui est un bon combattant. Je dis non, il n'y a pas de ton élève. Mon frère, il t'a défié à toi, il va t'affronter à toi. Après, si ton élève veut combattre, moi, je l'affronterai. Mais le problème, c'est que toi, tu as accepté un défi, et là, tu es en train de le tourner, style un peu racaille rue. Donc, on finit par s'accorder quand même, un peu, on reste des gentlemen et des sportifs, et on accepte, donc, pas de doigts dans les yeux, pas de protection. À l'ancienne, old school, pas de doigts dans les yeux, on mord pas. Par contre, coup de tête autorisé.
Ça, c'est le petit plus qu'il a un peu desservi il en a pris 17 quand même, des coups de tête. Bon, c'était une mauvaise pioche. Ouais, parce que Damien, on a un vice. Il faut être honnête, on a quand même un vice de la rue, quoi. On a grandi dans la rue aussi, donc le combat, c'est le combat. C'était vraiment notre truc, quoi. Et eux, ils venaient représenter un truc très sportif, parce que quand même, le jiu-jitsu brésilien était vraiment en avance. En pensant à maîtriser tous les combattants de rue. Attention, à la rue, c'est la rue. Voilà, donc c'est une belle histoire parce que ce qu'il faut noter, en fait, surtout, c'est la petite seconde d'avance qu'a Damien dans sa tête. Au lieu de dire, moi, j'arrive en lui disant, Damien, je vais essayer d'aller le battre, il dit, non, moi, je vais le défier. Donc, j'ai trouvé ça grand, en fait. Et eux, ils ont été surpris parce que personne n'a osé le faire. Comment tu oses défier un Gracie? À la fin, quand on discute, il a dit, j'ai fait qu'accepter ton challenge. C'est vous qui avez défié tout le monde. Robin avait placardé avec des affiches partout sur Barcelone où il proposait de l'oseille pour qu'il pouvait battre une ceinture blanche et encore, et 1-0 de plus pour qu'il pouvait le battre à lui. Tu vois? Et sûr de lui, si tu n'as jamais pratiqué le jiu-jitsu brésilien, ce qui était notre cas, pour battre un de mes ceintures blanches ou battre Robin Gracie dans un combat singulier. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, on n'a pas reçu les sous. Oui, toujours pas. Décidément, hein. Non, mais peut-être, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose après. Je peux, c'est parti sur un mauvais compte, je sais pas. Non, mais après, ça a fait une grosse histoire. Du coup, je t'explique. Après, c'est parti, tu sais, c'était le début des forums. Donc, les gens ont dit, Ricio est venu à un stage de Gracie, il a pris une branlée. Bon. Il y avait nos élèves là-bas, ils disent non, excuse-moi, non, il n'a pas pris une branlée, Damien a gagné. Et les gens commencent à dire, bon, Damien est venu, ils ont fait match nul. Et un de mes élèves a dit, bon, écoutez, je suis désolé, mais le combat a été filmé, Damien, il n'a pas fait match nul, ouais, vas-y, poste-le. Et donc, finalement, on poste le combat, que Robin avait accepté de filmer, hein, quand même. On était tous en commun accord. Et de là, ça les a dérangés, au Gracie. Ça les a réellement dérangés. On a foutu un coup de pied dans leur business. Tu vois ce que je veux dire? Dans leur invisibilité. Alors que je suppose qu'ils s'étaient déjà fait battre dans des compétitions et tout. Mais là, ils arrivaient, bien sûr, ils arrivaient avec le fameux le Gracie Desafio, le Gracie Challenge. Et ils l'ont repris en retour, en boomerang, en plein dans la gueule. Donc, c'est ça qui les a un petit peu énervés. Et de fil en aiguille, mon frère, il jouait un petit peu trop sur les forums aussi, tu sais. Il parlait, il provoquait, il était provocateur sur les forums. Non, c'était le début de Internet et tout. C'était comme ça, il répondait, il provoquait, puis il avait des réponses derrière. Elle est simple. Donc, il n'était pas tout seul à faire chier. Donc, les Gracie répondaient, patati, patata, et jusqu'à ce qu'ils reviennent faire une vendetta au bar de mon frère. Et ça, c'est un petit peu plus grave, parce qu'ils arrivent avec, ils sont 9, donc des gars d'Espagne, des gars de la Guardia Civile, dedans quand même, que des solides, que des machines 100 kilos, et puis, il lui faut un traquenard, quand même. Et Damien, qui à ce moment-là est quand même un mec qui est sur les gardes, quand tu vois les 9 gars arriver, il se dit, bon, j'ai un problème, ça a des rugbyman qui vont faire chier encore. Bon, non. Et puis, les gens s'écartent, ils voient Robin et Royce. Et là, du coup, Damien, il se dit, bon non, c'est cool, c'est des sportifs, en fait. Et là, il se méfie pas. Qu'en fait, eux sont venus, justement, là, il n'y a plus de tatami, il n'y a plus de dévier. Ils sont venus pour l'agresser là. Et puis, ça avait suivi une petite histoire où Damien a réussi à s'en sortir. Il aurait tapé, j'étais pas là, mais il aurait tapé aussi mon petit frère, qui me l'a dit, et j'ai vu les marques de 14 ans. Voilà, ça a pris une ampleur qui est devenue limite racaille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a fait un truc. Et Damien a fait un truc avec le cœur et l'honneur de battre, de défier déjà un Gracie. Damien, il dit, de toute façon, je sais que s'il me prend un clé de bras, il va me casser le bras. On va au bout du chemin, quoi. Damien, c'est un vrai combattant, on a toujours été des vrais combattants, mais il avait un temps d'avance, quoi. Et après, bon, voilà, on parle pas de l'histoire, ce qui s'est passé après, mais, leur réaction n'a pas été sportive. Ouais. Et du coup, en fait, tout ça, vous avez pu rebondir, en fait, avec cette histoire-là, au contraire, puisque peut-être qu'on vous a plus découvert, ou ça vous a desservi plus qu'autre chose? De deux choses l'une. Oui, on a découvert qu'il y avait un petit Français, là, qui sortait de nulle part, bon, 2 frères, mais surtout Damien, qui avait battu un invincible, entre guillemets, mais à l'époque, ils ont la même mise sur toutes les compétitions, les Gracie. Ah bah ça oui. nous a bouché beaucoup de portes. Ça nous a bouché beaucoup de portes. Des grosses compétitions. Alors, on est resté avec le Cage Rage en Angleterre, des compétitions, on va dire, de 3e zone. Parce qu'il y avait UFC, Pride, et après, on arrive au Cage Rage, là où Damien et moi avons effectué. Après, il y a le M1 et compagnie. Mais le Cage Rage était placé en numéro 3. Donc, on va jusqu'au Cage Rage, on a nos armes, on est bien placé, mais on n'a pas pu passer dessus. Ils ont bloqué le truc. Comme si tu veux, on avait voulu les pirater en essayant de faire de la célébrité sur... Non!
Je t'explique, quand Damien est allé le battre, on est allé boire des bières après. Oh, c'était cool, qu'en fait. Il avait fait la journée. Il y a un cadeau qui est arrivé. Damien, il a pris, il a ouvert le cadeau. Il était content. Il est allé boire des bières. Oh, chouette, j'ai battu un Gracie. Ça s'arrêtait là. Et après, par contre, oui, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. On est vivant. Je comprends, hein, franchement, moi, personnellement, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais nous, Damien, quand je dis nous, parce que c'est quand même Damien, c'est Damien qui l'a fait. Mais moi, je suis avec lui. J'ai vu les combats en même temps que lui. C'était juste l'honneur pour pas un PO. Dans les vieux tatamis, de se frotter à un des meilleurs combattants du monde, de la famille, les 7 frères les plus connus, et les meilleurs, à l'époque, les meilleurs combattants du monde. Donc, c'est l'honneur et le surhonneur de gagner par-dessus. Donc, ça montre à quel point notre style était déjà quand même très efficace. En tout cas, en MMA, je parle pas de jiu-jitsu, mais en MMA, tu peux pas prétendre avec le jiu-jitsu brésilien être un combattant de MMA. En jiu-jitsu brésilien, nous, on est les combattants de MMA. Alors, en jiu-jitsu brésilien, on se fait répéter. Bon, j'ai prouvé plus tard que c'était aussi possible, mais à l'MMA, c'est la MMA. Est-ce que du coup, alors d'ailleurs, dans ceux qui suivent, qui ne connaissent pas, hein, qui n'ont pas vu ce combat, n'hésitez pas à aller sur Internet, hein, vous allez voir les vieux tatamis, les fameux. C'est rock'n'roll. Franchement, à la regarder, c'est véridique, c'est arrivé. Voilà. Mais je sais pas si j'ai la vidéo entière, le combat entier dure 13 minutes, si tu veux. Il a été condensé parce que, en fait, c'est un combat défi pour l'honneur. Il est chiant avant le combat. Il est chiant. 13 minutes, ça se teste, ça se voit, personne ne veut faire d'erreur et tout. Mais quand même, c'est intéressant. Un vrai puriste, il aimerait. Si je le retrouve, je publierai le combat en entier. Là, on a juste un résumé. Et le combat en entier est vraiment sympa. Si je pouvais aussi, si je retrouve en plus l'après, c'est-à-dire tout le respect qu'a montré mon frère à cette famille qui méritait pas, en fait, cette suite-là. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Le monde a pris Damien pour une racaille. Non, Damien, il est venu faire son combat. Damien, c'est un combattant. Il est venu faire son combat. Et après, la suite, c'est la suite. C'est comme ça. C'est les aléas. D'ailleurs, on va en profiter à travers toi, hein, pour parler de Damien, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense que certains, ça ne leur évoque rien du tout. Alors, qui était Damien en tant que combattant, alors? On entend pas mal de choses, mais son palmarès, tout ce qu'il a fait. C'est vrai, Damien. Alors, Damien, je t'explique. Déjà, Damien aussi, faut, comme moi, formaté, encore plus que moi, formaté à être champion. Il n'avait pas le choix, et même quand il était, par le père, hein, quand il était champion, il n'était pas encore assez champion. Des fois, il râlait, le père. Bon, c'est le meilleur technicien français de son époque, Damien. Il est 10 ou 12 fois, donc de minime jusqu'à junior, 11 fois champion ou vainqueur de la Coupe de France. Champion, pas deuxième, pas troisième, 11 fois. Il est champion d'Europe cadet, extrêmement rare. Après lui, il y en a eu un autre, avant lui, c'était Michael Milon qui a fait 3 fois champion du monde derrière. C'était le plus parfait technicien de karaté kata de son époque. Il était extraordinaire. Tout ce qu'il faisait Damien, il le faisait bien, tu sais. Et justement, comme avec moi, quand on voit ça et qu'on arrête tout, ça a créé un manque. Mais sa perfection qu'il avait dans le kata, dans le karaté kata, il a mis dans le combat. Avec ses propres handicaps qui étaient son poids plus léger que moi, une certaine fragilité un peu parfois osseuse. Bon, c'était un cerveau du combat. Il avait un esprit cerveau déjà perfectionniste et un petit peu génial. Il avait toujours un temps d'avance. Alors parfois, comme tous les gens qui ont un temps d'avance, parfois il se plantait. Parfois, il faisait des contre-performances. Ça arrive. Mais parfois, il faisait des trucs extraordinaires. Il pouvait décider de changer de garde le jour du combat. C'est-à-dire, sur un combat qu'il a fait contre Mathéwin, il me dit, tiens, je vais le boxer en gaucher. Et moi, je dis, Damien, qu'est-ce que tu fais? Jamais de la vie. Tu t'es même pas entraîné. Non, si, j'ai vu son style. Il attaque toujours de cette façon. Je vais le boxer je vais le combattre en gaucher, il n'y arrivera pas. Et moi, il m'angoisse. C'est pas du tout ce qu'on a travaillé, c'est pas du tout ce qu'on a prévu. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le mec a buté sur lui, il a mis un KO de l'espace. Voilà. Le génie Damien. Donc, c'était vraiment, après, il avait que ça, Damien. Il voulait que ça, que combattre. Moi, je fais d'autres choses dans la vie aussi. J'adore ça et c'est mon leitmotiv. Des fois, je fais autre chose. Il voyait que par ça, puriste, il est toujours à fond et tout. C'était vraiment un guide extraordinaire. Tu pouvais pas te reposer avec lui, il te poussait. C'est un peu le Cristiano Ronaldo de l'époque, tu vois. Mais sans moyens, sans médias, sans rien. On le faisait nous entre frères, quoi, avec nos petits moyens. Hein, en tout cas, vous êtes quand même allé très loin. Hein. Le petit moyen, vous avez traversé, dépassé les frontières. Et donc, du coup, on va poursuivre du coup avec toi, puisque après Damien, tu as poursuivi quand même. Ouais. Alors,
mon histoire à moi, ma carrière s'arrête en 2005 pour une raison un petit peu compliquée, donc je l'arrête. Et je change de ville. Il fallait que je parte sur autre chose. Donc, je me sépare de mon frère. Quand même, déjà, c'est quand même dur pour moi. Et j'ai vu que tout ce temps-là où j'ai voulu reprendre, loin de mon frère, ben, j'arrivais pas. C'est pas par manque de motivation. Il m'arrive toujours une blessure, souvent, un combat préparé, boum, une blessure, un combat préparé, boum, une saison sur la Côte d'Azur, où je prends 30 ou 35 000 euros pour la saison. Je peux pas refuser une saison pour un combat où je vais gagner 500 balles, tu vois, à l'époque. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que finalement, j'ai pas réussi à la faire. Notre histoire, elle était tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Lui a fait quelques combats aussi quand je suis parti, que des contre-performances. Quand il n'avait pas son second dans son coin, tu sais. Donc, c'était vraiment une histoire à deux. Et donc, il meurt tragiquement en 2016, en septembre 2016. Et là, j'ai un réveil. Je me dis, va finir. Il faut aller finir ce travail-là. J'ai essayé, sans lui, de son vivant. Mais après, curieusement, hein, chacun croit ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il est mort, je l'ai senti plus que quand il était vivant, encore. Tu vois, un peu comme si on s'était réunis. Et bon, après, les résultats l'ont prouvé, en fait. C'est comme si on monte à deux sur le ring, quoi. Des fois. Donc, après, j'ai senti comme si, tu vois, j'ai une autre mission à finir. On s'était un petit peu endormis, l'un l'autre, la vie, les familles, les enfants, tout ça. Et boum, quand il est arrivé ça, quand il a disparu prématurément, je me suis dit, non, vas-y, retourne. C'est pas trop tard. Pour tout le monde, oui, mais on verra. C'est pas trop tard. C'était pas trop tard, parce qu'en plus, tu as quand même trouvé le moyen de faire des performances. Donc, au contraire. Alors, pas beaucoup de temps d'entraînement, c'est ça, hein? Un pied de nez extraordinaire, puisque c'est un jiu-jitsu brésilien, que je reviens quand même. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et pour plusieurs raisons, parce que mon coach était un très très fort à l'époque, numéro 1 mondial en grappling, jiu-jitsu brésilien, no gi, sans kimono. Le kimono m'intéresse. C'est encore un autre travail, ça. Je m'y mettrai peut-être un jour ou pas. Pour l'instant, c'est du no-gi, donc le fameux grappling. Et je suis pareil à une histoire à deux, quoi. Un mec, donc à l'époque, je peux citer son nom parce qu'il est vraiment très très fort, Thomas Loubersan, le numéro 1, très fort. Il m'emmène avec lui dans son truc, et c'est un an après la mort de mon frère. Donc, si tu veux vraiment, on est dans c'est parfait, c'est le renouveau. Donc, en 3 mois d'entraînement, je fais champion d'Europe. En plus, il me passe en ceinture violette d'entrée. J'ai dit, Thomas, j'y connais. Boum, il croit en moi, je fais champion d'Europe. L'été se passe et on part en 50 jours de préparation. 50 jours de préparation, je fais champion du monde. Donc, en ceinture violette, de ma catégorie d'âge, bien entendu, donc Master 3, 40 à 45 ans. Mais, que ça m'a donné, en si peu de temps, voir à quel point je pouvais remonter à haut niveau de sport que je ne connais pas spécialement et que je n'apprécie pas autant que le MMA, ça a redonné la niaque. Ouais. En tout cas, bravo pour ça. Hein. Bravo pour ça. Merci. Bon, ça rappelle que... On notera que Thomas Loubersan est une personne qui, quand on veut faire des performances rapides et qu'on est fort, il faut y aller. Il est champion. Ce type, c'est une fabricante de champions, Thomas Loubersan. Et après, il faut le suivre. Hein. Il est rude. Hein. Oh, tu sais que c'est pas facile. Avec Thomas, ça n'est jamais facile. En même temps, on n'est pas là pour danser non plus. Donc, ouais, c'est super. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, du coup, le sans kimono. Quand on combat, du coup, avec le kimono, en fait, le fait de ne pas avoir la sueur directement en contact, est-ce que ça facilite ou est-ce que c'est gênant, en fait? Ça change complètement le style. Déjà, tu ne transpires pas, donc tu ne glisses pas. Tu as une prise, le grip, tu peux attraper le kimono, donc tu maîtrises la personne. Tu vois? Tu as des techniques qui se font avec le kimono qui s'enroule autour de la tête, des techniques avec la ceinture et tout. C'est complètement un autre style. Tu vois, c'est complètement un autre style. On arrive encore dans un truc encore plus sportif, puisque à la limite, il est plus logique de se battre dehors torse nu qu'avec un kimono. Parce que ce qui marche avec un kimono ne marcherait pas avec un t-shirt. Tu sais, j'ai toujours ce rapport avec le vrai combat, hein, quand même, moi, même si c'est pas ce que je cherche toujours la vérité. Ça n'a plus rien à voir. Moi, je sais que je fais champion d'Europe et du monde. Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, en kimono, je passe peut-être pas un tour. Soyons honnêtes. En kimono, je passe peut-être pas un tour. Mais je me suis pas entraîné pour ça non plus. C'est pas ce qui m'intéresse. Il faut quelque chose qui soit proche de mon sport à moi. C'est-à-dire, où moi, je commande en short, hein, tu l'as vu, en short, limite en maillot, des fois. Donc, un truc qui se rapproche du lutteur, du grip de lutteur et de le combat à la plage, quoi. C'est l'idée. Tu te combats à la plage, ah bon? Et bon, allez, je vais poser la question du moment. Hein. On entend toujours parler de ça, mais bon, que penses-tu
Alors, c'est la self-défense et MMA. Alors, Désolée, c'est obligé. Hein. le point dur est moins vindicatif que Cyril Diabaté, qui avoue une véritable guerre. Mais il a raison en soi. Il a raison sur plein de choses. Il a raison sur plein de choses. Il y a des très bonnes choses. Moi, j'apprends des choses, selon certains bons profs, des techniques que moi-même, je ne ferai pas. Mais en l'occurrence, on parle d'une réelle agression. Une réelle agression, seul quelqu'un qui l'a déjà vécu peut savoir quelle va être son attitude. Parce que, surtout quand on vend ça, on en a comme l'arme ultime. Attention, 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 une réelle agression sur quelqu'un de vraiment énervé, même s'il fait 60 kilos, ou quelqu'un qui peut avoir un couteau. Attention, l'attitude qu'on peut avoir soi-même à ce moment-là. Attention. Donc le problème est de faire vendre du rêve en faisant croire, pour un tarif en général assez costaud, à des gens un peu fragiles, voire des filles, qu'elles sont hors de danger. Non, attention avec ça. C'est dur d'envoyer un style et de prôner son efficacité et de leur dire oui, mais attention, ça marche pas à tous les coups. Donc les gens te mentent, oui, ils te rentrent dans leur business où il y a de très très bonnes techniques, d'accord, sur quelqu'un qui ne se défend pas. Elle est juste là l'histoire, parce que il y a quelqu'un avec une attaque préétablie et qui ne bouge pas. Donc tu t'entraînes sur un mannequin immobile. Voilà. Donc je ne critique pas du tout leurs techniques sont efficaces. Je critique le fait de ne pas faire croire que c'est l'arme ultime. Attention, moi-même j'ai eu des gros problèmes. Moi j'ai eu des gros problèmes dans les bagarres de rue. Attention, attention. Voilà ce que je pense. J'ai vu qu'il y avait une petite question qui a été passée. Ouais. Du coup, je vais poser la question juste après. En fait, alors toi qui es dans le milieu depuis plus de 20 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution du MMA? J'ai pas entendu. Comment je disais, comment est-ce que tu vois l'évolution du MMA? Toi qui es dans ce milieu depuis plus de 20 ans. Il y a deux choses, une bonne et une mauvaise. Et c'est devenu des sacrés athlètes, vraiment. Moi, à l'époque, je pouvais aller faire un championnat du monde en ayant mangé un McDo, juste avant. Tu vois? Hop, attends, je reviens. Tu vois, vraiment. On bouffait un année, on était en poids lourd, on était gras, on mangeait des spaghettis la veille du combat, tu vois. Ça, c'est plus possible. Maintenant, ce sont des super athlètes. Par contre, c'est devenu tellement sportif que l'esprit guerrier s'est un petit peu perdu. Tu vois? On compte nos points. Je prends pas ce risque-là parce que ça pourrait me faire avoir une défaite qui sera pas bonne dans mon palmarès. Tu vois ce que je veux dire? On est trop dans la réflexion du combat. Nous, moi, je finis pas mes combats. Bon, sauf en jiu-jitsu brésilien, bien sûr, mais je finis pas mes combats. Je gagne ou je perds, mais je vais combattre. Si j'étais plus stratégique, jeune, j'aurais gagné, on va dire, 9 fois sur 10. Mais très souvent, j'étais une machine et les promoteurs m'ont adoré pour ça, parce que tu allais à la guerre avec moi. Et ils avaient un double effet, c'est que non seulement j'allais à la guerre, mais comme des fois j'étais un petit peu bourrin, ça a arrangé de prendre Richo, le français, qui finalement, quand il fait une bourde, on peut le battre. Donc ça les a arrangés au top. Moi, je prenais mon pognon et je réfléchissais pas assez à l'époque. Maintenant, même si je réfléchissais, même si quand même, puisque je vais réfléchir un peu plus pour mes combats avant, moi, ce que je veux, c'est de la finition. Je veux pas compter mes points. Je veux pas essayer de m'en sortir et avoir deux juges pour moi, plutôt que pour lui. Tu vois ce que je veux dire? L'esprit guerrier, l'esprit du combat s'est perdu. On est dans les calculs, dans les mathématiques. On n'est plus dans la stratégie de combat, on est dans la stratégie de carrière. Voilà. Et là, on perd un peu la vérité. Voilà, ça c'est ce que je déplore un peu. Par contre, sacrés athlètes, hein, les jeunes. Ouh là là là. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de tout ça comme eux. Il n'y a plus de McDo pour moi. Je te dis, ça c'est fini. À mon âge. Si, il y en a qui doivent encore manger du McDo, enfin, surtout chez les poids lourds, ils peuvent encore. Les poids lourds, c'est vrai, les poids lourds, c'est vrai. Mais non, quand même, quand tu regardes nos poids lourds, parce qu'on a quand même deux poids lourds à très haut niveau, Francis et Cyril, oh, ils sont extraordinaires tous les deux. Là, ils font plaisir quand même ils nous font vraiment plaisir. Ils sont en train de prendre le pavé des poids lourds de l'UFC. Et je pense que les deux gars font bien attention à ce qu'ils mangent quand même. Un petit McDo, mais après on va courir. Non, c'est vrai qu'on a là actuellement, en tout cas dans le MMA français, enfin les combattants français. D'ailleurs, il y avait une petite question là-dessus pour avoir ton avis. Ouais. C'est vrai qu'ils nous régalent. C'est vrai qu'ils nous régalent. Il y a vraiment une nature importante des. Waouh, c'est ouf. On a eu à l'époque Congo, bien en avance déjà, qui nous a fait rêver. Super, un ami à moi, un super gars, très bien, très sportif, très bien. Mais là, on a encore deux nouveaux spécimens. Quand même, je les aime bien les deux. Vraiment, ils tiennent le pavé des poids lourds de l'UFC.
nous, nos Français, avec le peu de moyens qu'on a quand même, parce que les sponsors, c'est pas les mêmes que dans les autres pays. Des fois, on est quand même un peu obligé de travailler à côté. Je sais pas ce qu'il en est pour eux. Ils se débrouillent bien quand même. Mais moi, je suis extrêmement fier, vraiment. Ouais, je suis content. Content. Avec nos petits moyens, on a encore moins de moyens que Dieu ça. Ouais, ils leur font la nique. Voilà. Alors, je vais faire juste un petit tour des questions. Donc, on avait Vinken 78. Que penses-tu des nouveaux combattants français? Du coup, ça c'est fait. On a Superbad 75. Moi, Mathias, je l'ai rencontré à la porte d'une boîte de Perpignan. Ouais. On a une autre personne, alors KM Just Crave. Merci Mathias pour ton avis sur la self. Ton analyse est juste et objective. Les profs qui vendent du rêve n'ont rien compris. Ça fait plaisir. On parle de concernés. Ça fait plaisir. Alors, encore, c'est plus des combattants, c'est des scientifiques. Superbad 75. Cyril Gagne, le top, Boucher Patrick. Ah, on a une petite question. Alors, oui. Ibrahima Gano 95. Qui était votre premier combat en MMA et c'est en quelle année? Mon premier combat en MMA est en 2000. Le mec s'appelle Shiku Yamashita. Qui était on est un shooto, donc MMA, hein, à l'époque c'est pas le terme MMA, ça n'existe pas. On est un shooto au Japon en 2000. J'ai fait 83 kilos à l'époque, mais même il faut que je mange pour être à 83 kilos. Je suis à 78 kilos qui combat en 83 kilos. Et là à l'époque la différence se fait. Ces mecs au Japon, c'est des vrais samouraïs. Et à l'époque, moi je pouvais le battre, c'est pas la question, mais je pars aussi avec croisé en moins. Je ne le savais pas sur le coup, mais j'ai un accident de moto 5 semaines avant, donc je pars quand même. J'ai une opportunité au Japon en shooto, je pars quand même. Bon, je pars avec la moitié de mes moyens. Le mec est trop fort pour que j'ai un coup de chance. Tu vois, moi c'était le pied-point, je voulais faire champion d'Europe en kickboxing. J'aurais pu le toucher grave, mais j'avais pas d'appui. Donc ouais, difficile. Le promoteur paye pour Damien et moi. Cher, à l'époque, nous on trouvait ça cher, l'hôtel, de la bouffe, tout ça, la prime et tout, et je perds en 1 minute 18. Ah, c'est difficile à avaler. Difficile. Ouais, tu sais, un peu le rêve qui s'effondre. Mais qu'à cela ne tienne, je reste au Japon 1 mois et demi. On reste au Japon un mois et demi. Moi, j'ai un deuxième combat derrière. Je m'entraîne avec les Japonais, donc à l'époque, Sakurai et Rumina Sato, donc les clubs et qui m'entraînent pour combattre un autre Japonais. Donc c'est quand même extraordinaire. Je suis entraîné au Japon par les Japonais pour combattre un autre Japonais, où je finis par faire je perds dans un des rares combats que je perds à la décision sur 2 juges à 1. Tu vois, il y a un juge qui est pour moi. Donc en fait, c'est un match nul où il y a l'avantage au Japonais, c'est normal, il est chez lui. Voilà. Et puis j'ai rien fait d'extraordinaire. Voilà. Mon premier combat, il se solde par un cuisant échec. C'est terrible. Vraiment, c'est dur. Mais ça ne va pas empêcher de rebondir et d'arriver fort 2 ans plus tard et de prendre une ceinture mondiale. C'est comme ça. Le mental était là. Du coup, bon, j'imagine, je pose souvent cette question, mais au niveau du mental, il n'y avait personne pour vous encadrer. Bah, lui et moi, en fait, nous encadrer, on n'avait pas besoin, c'est-à-dire on se poussait l'un l'autre, réellement. Et Damien, qui était quand même, à l'époque, au-delà, quand même, il était le guide des deux. De temps en temps, quand il avait sa petite faiblesse, parce que c'est humain, et ça arrive à tous les combattants, boum, j'arrivais à trouver le mot et je lui redonnais son énergie. Donc on faisait vraiment une super équipe. On avait besoin de personne, hein, réellement. On avait besoin de personne. Alors, quand on est parti au Japon et qu'on est resté plus d'1 mois et demi, 2 mois là-bas, on a beaucoup appris sur le positioning, le travail des clés. Mais les Japonais ont été surpris de notre positioning, pas de notre façon de combattre, mais notre positioning, la façon dont on se positionnait sur les gens, la façon dont on contrôle les gens, qu'on a appris complètement tout seul. C'est là que c'est intéressant. On a appris tout seul, avec 2-3 cours de lutte, mais après, juste lui et moi. Donc, il me disait, bon, hey, Mathias, tu viens, je dois faire les clés. Ben, je venais, il faisait les clés. Et là, ils ont été impressionnés, les Japonais de l'époque, en 2000, du shooto, ils nous ont demandé, qui c'est qui vous a appris le positioning? Personne. On l'a appris tout seul. On s'est appris, lui et moi. Cool. Alors, j'ai vu passer une petite question. On va essayer d'y répondre. Ah oui. Alors, du coup, on te demande quel est ton avis sur Morgan Charrière. Alors, je n'ai pas encore vu combattre Morgan. On m'a parlé de lui cet été. Alors, ça a l'air d'un petit jeune qui mène bien sa barque. Apparemment, je l'ai pas vu combattre, je peux pas parler de lui. Mais apparemment, il fait vraiment tout ce qu'il faut pour l'essor de sa carrière. Donc, et lui, ça a l'air d'une manière positive. Parce qu'apparemment, il est guerrier, de ce que je sais. Il joue bien avec les réseaux sociaux. Il joue bien.
Ça c'est un peu les combattants de l'avenir. Après, il faut que je vois son attitude, s'il est vraiment guerrier qui cherche le combat ou s'il compte ses points, quoi. En fait, c'est des combats, dans l'absolu, c'est la bagarre. Donc, il faut, je peux pas parler plus que ça. Mais de ce que je sais de lui, c'est un petit jeune qui se débrouille vraiment pas mal. Le 20 mars, Cage Warrior. Cage Warrior, il remet sa ceinture en jeu. Eh bien, donc il a la ceinture. Ça sous-entend qu'il a déjà la ceinture Cage Warrior. Excellent. Donc, ça prouve le niveau du gars et je vais suivre avec attention. Du coup, c'est bien. C'est cool. Je vais le suivre un peu plus. Il y a une actu de fou ce mois de mars, là. Au niveau MMA, là, il y en a partout. Au Brave, Octagone, du UFC 260 qu'on attend tous aussi avec impatience. Donc, non, il y a une actu de fou. Et puis, il y a aussi les événements français qui arrivent aussi, notamment au mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'il y a en avril? FFA Challenge de Mathieu Nicourt. Très bien, super. Ouais, FFA Academy Challenge. Français et également le main event féminin. Ok, super. Bon, on y arrive. Ok, on y arrive. Bien entendu, tu te doutes que je vais intégrer une ou plusieurs de ces compétitions. Moi aussi, oui. Par contre, pour être honnête avec toi, tant qu'il y a cette blague Covid, moi, ça m'intéresse pas de combattre. Moi, personnellement, moi, j'ai 43 balayés. Moi, j'ai plusieurs fois champion France, Europe et monde. En fait, j'ai quand même, moi, personnellement, j'ai pas besoin d'aller me battre juste pour me battre. J'ai besoin quand même de faire vibrer les gens sur le moment et pas en rediffusion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va attendre. Ça c'est très bien parce que ça me laisse le temps de bien travailler. Regarde, je viens de me péter un tendon. Oui, voilà, j'ai vu avec quelque chose. Ouais, du matas, comme d'habitude. Donc, c'est pas grave, le temps que ça se refasse. Ça va me permettre de faire beaucoup mon cœur, faire une saison cet été pour gagner un peu d'argent. Et à la rentrée, je vais pouvoir... je pense que la rentrée, ça sera un petit peu calmé, les gens seront vaccinés, la blague va se tasser un peu parce qu'il y en a marre. Hein, on est tout, je crois que je surprends personne en disant ça. Et là, ça va m'intéresser de retourner faire vibrer les gens parce que c'est aussi pour ça qu'on m'aime. En fait, c'est la façon quand on me voit combattre sur le truc, que je gagne ou que je perds, je me bats. Déjà, c'est sûr. Et tu sais, je suis pas quelqu'un d'arrogant. Moi, je viens juste faire mon taf et je le fais avec plaisir. Je comprends. Mais c'est vrai que avec les événements à huis clos, donc beaucoup de personnes peuvent pas assister. On perd quelque chose. On perd quelque chose. Une ambiance. Enfin, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut voir en vrai parce que on a beau regarder à la télé, c'est vrai que tant qu'on s'est pas vraiment confronté à l'octogone, on ne sait pas en fait. Ça fait vibrer. Je sais pas, comme je ne pense pas que je vais en faire des combats à huis clos, je ne sais pas quel est leur état d'esprit. Parce que le public, ça peut être une source de stress supplémentaire. Donc, il y a avantages et désavantages. Tu ne fais pas vibrer les gens sur le coup. Hein? Ça encourage aussi le public. Oui, ça encourage. Mais tu sais, moi, ayant toujours combattu à l'étranger, tu as bien compris que c'est pas pour moi qu'on le dit. Donc, ça m'a donné de l'énergie quand même. C'est-à-dire, au début du combat, souvent dans les tournois, ils sont pas pour moi. À la fin du combat, ils sont pour moi. Ils me donnent des surnoms. Et ils m'aiment parce que pour mon style, notamment en Croatie, c'est arrivé comme ça. Mais ça enlève peut-être un petit stress, tu sais, le stress de mal faire devant tout le monde, le stress. Je sais pas. Je peux pas dire ça. Ça enlève un petit stress. Mais la motivation, il manque le truc. Tu sais, il manque les gens qui crient quand t'arrives. Il manque la musique, il manque les fumées, il manque, c'est un show. Quand même, c'est un show. Ouais. C'est comme si t'allais te battre pour aller te battre, quoi. Non, c'est un show, il faut un show. C'est un show. Bon, après, je les comprends, hein. Les gars ont leur carrière à faire, hein. Je comprends. Oui. Ouais, il manque quelque chose. Ah, mais c'est clair, il faut continuer. En tout cas, il faut continuer quand c'est encore possible. Alors, on va continuer. Il faut qu'ils puissent continuer à évoluer. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont aussi qui sont pour eux aussi en fin de carrière, qui se disent, bon, bah, si c'est pas maintenant, c'est trop tard après aussi. Donc, bon. Je sais pas. Je voulais revenir un petit peu sur ton actualité. Et ce que tu fais maintenant. Ouais. C'est ce qui m'intéresse. Là, moi, j'habite dans un petit village dans les montagnes, pas loin de Perpignan, dans lequel je fais du coaching privé. Je n'ai plus de salle. Pour l'instant, déjà, la blague. Heureusement que j'avais déjà pas de salle, puisque ça serait tombé à l'eau. Je fais du coaching privé et je m'entraîne matin et après-midi. Voilà. Ensuite, je vais très régulièrement voir mes enfants, donc je coupe un peu, où j'arrive à m'entraîner et ils habitent à 200 km, tu sais. Donc, je m'occupe de mes enfants, de mon physique. De mes enfants, de mon physique et des personnes qui ont besoin, pas forcément que du MMA. Je fais pas que du coaching pour le MMA. Je fais du coaching privé pour plein de choses. Pour le bien-être là-dedans, pour la gagne, pour la confiance en soi, et je me sers bien sûr de mon expérience, mais pas que. Donc, je peux coacher les combattants, mais je coach aussi pour plein d'autres choses. J'ai plein de messages à passer, en fait. Donc voilà, entraînement,
Coaching, entraînement, coaching, enfant. J'ai une vie assez cool. Bah, en tout cas, il faudra nous donner les liens hein, pour qu'on puisse les partager aussi sur les réseaux, hein, pour ceux qui veulent te contacter par la suite, avec grand plaisir. Alors, on va faire, allez, encore une petite question. Que penses-tu des combattants qui n'arrivent pas à arrêter leur carrière? Comme je les comprends. Mais comme je les comprends. Mais bien sûr, comment je les comprends. Alors, ce qu'il faut, c'est pas faire le combat de trop, comme on dit. Mais là, on est seul soi-même. Même le combat de trop, même s'il finissait par une grosse branlée. Qui te dit que c'est le combat de trop? Parce qu'il fallait qu'il le fasse. Tu vois, je sais pas ce qui se passera pour moi. J'ai gagné un jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, alors, je vais pas être désobligeant. Mais le jiu-jitsu, c'est facile. Entre guillemets, enfin, on prend pas de gros danger en jiu-jitsu. Ça n'a rien à voir à la MMA où tu prends des patates dans la gueule. Tu vois? Donc, quand j'aurai remis les trucs dans la cage, là, on pourra dire que je suis revenu à haut niveau. En fait, c'est une histoire d'envie. D'envie qui parfois se transforme en besoin. C'est sur ça qu'il faut jouer. L'envie, le besoin, l'envie, le besoin. On a besoin. Des gens comme on a besoin d'aller se battre. C'est des raisons, c'est perso, très souvent. Mais il faut que l'envie soit encore là. Si c'est plus que du besoin, ça paraît un peu, je sais pas. Il faut pas qu'il y ait que le besoin. Il faut encore qu'il y ait l'envie. Tant qu'il y a l'envie, tu peux y aller. L'âge, c'est qu'un nombre. L'âge, ça n'est qu'un nombre. Tant qu'il y a l'envie, tout est possible. S'il n'y a plus l'envie et que tu fais ça, ou pour gagner quelques sous, pour finir, ou pour, je sais pas, quoi d'autre, pourquoi on pourrait y aller, ou parce que tu sais rien faire d'autre. Non, c'est faux. Tu sais faire autre chose. Mais plus que ce soit, toi, tu as compris ce que je veux dire. Non, il y a plein d'autres choses à faire. On peut structurer par-dessus ça. Tu peux faire autre chose. Si tu as réussi à être à haut niveau en combat, tu peux être à haut niveau dans n'importe quoi. Donc, ouais, je les comprends. Je les comprends. Mais ça, c'est perso. C'est le choix perso, je les comprends. Ok, très bien. Donc, on te verra bientôt, de toute façon, après Covid. Après le Covid, moi, je dirais avant la fin de l'année. On va dire en 2021. On est bon pour 2021. Ouais. On croise les doigts, on attend ça avec impatience. C'est vrai que toi, tu es passé par Cage Rage et également par Ultimate Combat, c'est ça? Ultimate Combat, Cage Wars, Cage Rage, Shuto, IVC. L'International Valetudo Championship qu'on a fait, je vais sortir bientôt le combat point nu avec mon frère. On a fait le combat point nu. C'est fameux à l'époque, c'est encore autre chose ça. Et le fameux IVC, ça c'était au tout début aussi, 97, 98, il y avait l'IVC, c'était brésilien. Ensuite il est venu en Europe, l'IVC Europe, et Damien et moi y étions dedans. Donc ouais, et puis le K1 aussi, j'ai aussi fait du K1, c'est encore un autre délire ça. Ah ouais. Ah ouais. Alors on va faire, on va commencer les petits jeux. Hein. Je fais toujours les petits jeux un peu à la fin. Ouais. Est-ce que tu peux me citer 3 noms de combattants que tu peux considérer comme the GOAT? Ah bon, alors déjà moi directement Khabib, carrément. Okay. Khabib, bah oui, et pour plein de raisons, et pas que celle du combattant. John Jones évidemment et Fedor. Ok. Fedor je suis étonnée pour Fedor. Je suis pas étonnée. Je l'aurais même dit. S'il était encore en activité, c'est celui que j'aurais dit en premier. Mais moi, je trouve que Khabib, c'est quelqu'un quand même, hein, au-delà du combat. Ok. Et chez les femmes, The GOAT chez les femmes. Je suis pas trop. Mais alors, il y a Nunes, évidemment, Nunes. Qui est cette japonaise, Zhang. Ah, oui. Oh non. La branlée qu'elle a foutue à l'autre. Oh putain, qu'est-ce que j'ai adoré. L'autre qui avait une bouche comme ça. La branlée qu'elle a foutue. Donc, Nunes, que j'ai vu récemment. La chinoise. Donc, je connais pas. Après, et quand même, il y en a quand même pas mal. Il y avait Ronda Rousey à l'époque. Oh, quand même. C'est pas parce qu'elle a eu des contre-performances qu'il faut oublier tout ce qu'elle a fait. Ronda Rousey, quand même. Ouais, Ronda Rousey. Je suis d'accord. C'est une sacrée combattante à la base. Elle nous a remué tout le monde. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Alors, on va passer au quiz. Alors, tu es plutôt UFC ou Pride? Oh, Pride. Ah, les stons. Je trouve le coup de pied dans la gueule. C'est très con, hein, quand même. Mais ce petit truc en plus, qui faisait encore plus l'ultime de la bagarre. Par contre, pour être honnête, le ring du Pride me dérange. J'aurais voulu du Pride dans une cage. Mais j'adorais le Pride. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu as pu assister à... Enfin, je ne sais pas du coup si ça a été le cas, mais tu as pu assister au Pride, en vrai? Non.
Jamais, jamais, jamais. J'avais pas les moyens à l'époque d'aller là-bas. Non, jamais en vrai, j'ai tout vu en vidéo. Non, jamais. Le seul gros show que j'ai fait là-bas, c'est le K1, qui est un peu dans le même style, parce qu'il y a 80 000 spectateurs et j'y ai participé. C'est quand même extraordinaire. Mais le Pride, c'était quand même un gros truc. Parce que, attention, les combattants n'étaient pas forcément aussi forts qu'en UFC, où il y avait des vraies stratégies. Il y avait un peu des tricks, des fois. Mais ça faisait des trucs extraordinaires. Ça faisait il y avait une vraie guerre. Il y avait beaucoup de pognon. Il y avait beaucoup de choses. C'était bien. Le Pride, c'était bien. Ok. Stomp à la Shogun Rua ou Fulgure au point à la Ngannou? Fulgure au point à la Ngannou. Ah ouais, parce que... Ah putain, ça c'est une bonne question, ça. Je dirais les stomps, parce que je suis de l'ancienne époque, mais il faut dire qu'il m'impressionnait l'animal quand même. Hein. Le Ngannou avec... Il a secoué tout le monde quand même. Ah, mais tu es égalité. Alors, sinon, tu es plutôt Oleg Taktarov ou Walid Ismail? Oleg Taktarov. Pourquoi? J'adorais ce style. Oleg Taktarov, ce vieux Ruskov, dur comme un ours, résistant qui n'en pouvait plus qu'aller, dur au mal, qui encaissait grave. Oh, j'aime beaucoup Oleg Taktarov. Alors, si tu es cinéphile, The Rock, ça te parle forcément? Oui. Ou Vin Diesel? Ah, The Rock. The Rock, pour son physique. Ouais, The Rock. Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense? Madison Square Garden. Non, t'as pas envie de faire promoteur à Accor Arena La Défense, non? Alors, pour l'instant, je suis encore combattant. Donc, je me vois mieux au Madison Square Garden, tu vois. Après, quand tu me réintervieweras en promoteur, je changerai d'avis sur moi. Dans quelques années, ça peut être quelque chose de faire, peut-être. Ça n'est pas pour si longtemps non plus. Hein. Ok. Et tacos ou hot dog? Allez, désolé, moi je bouffe tout, moi. Tacos, hot dog, McDo. Tacos, hot dog. Il n'y avait pas de question. Et du coup, alors si jamais il y a un tournoi avec une catégorie senior. Ouais. C'est pour toi direct. Direct. Okay. Bah, direct, mais quand même, je serais honoré. Alors, bah, déjà, parce qu'il faut savoir, quand même, je vais me cogner des petits jeunes. Donc, quand même, il va falloir que je trouve une stratégie. Ils ont 3 poumons, les jeunes. Ils ont, j'ai la force de l'homme, j'ai la force de l'âge, mais ils ont d'autres avantages, d'accord. Mais s'il y a une catégorie senior, vétéran, ça justifiera encore plus mon avis de continuer encore 15 ans. Tu vois l'idée? C'est que là, je signe pour 5 ans maximum. Faut pas être bête. Il faut que je sois en forme. Et puis bon, voilà, à un moment donné, il faudrait que j'ai encore l'envie. Et face aux petits jeunes, des fois, après, tu te heurtes à un mur. Après, il y a quand même, là, je n'ai qu'un nombre, mais bon, il faut pas non plus être au-dessus des règles. Mais s'il y a une catégorie vétéran, regarde, pour t'expliquer, je vais au monde de JJB. J'ai vu des gars, ils devaient être Master 15. Ils avaient 75 ou 80 balais, les deux vieux. Mais ils m'ont fait rêver. Fait rêver tous les deux, déjà parce que à cet âge-là, quand tu arrives à faire tomber ton copain, ben tu le relèves. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'agressivité. Ils s'amusent, les deux vieux. Ils veulent se battre l'autre, mais ils s'amusent. Et tu les vois, ils ont du mal à marcher. Ils sont un peu courbés. Tu vois, les mecs, ils sont en championnat du monde de JJB. Mais j'ai trouvé ça génial. Moi qui ai toujours besoin d'aller, c'est pas me dire, pas ni me prouver, ni me battre. J'ai besoin de j'ai besoin. J'ai toujours besoin d'aller battre moi-même, hein, ou d'aller choisir un objectif et d'y arriver. Pour l'instant, c'est le sport. Un jour, ça sera peut-être autre chose. Mais moi qui ai toujours besoin, je me dis, mais c'est génial parce que ces gens ne se font même pas mal. Ils ont entre 75 et 80 ans et ils sont dans un championnat du monde. Alors, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Mais ils sont quand même, il y en a un des deux qui va sortir avec une médaille de champion du monde. Oui, moi, ça c'est vrai. Je trouve ça, c'est très bien. Il y a des vieux qui vieillissent pas, comme moi. Tu vois, on vieillit pas dans la tête. C'est pas vieux. Oh. Mais moi, les mecs de mon âge, quand j'étais combattant, je dis, hey, papy, si tu viens contre moi, je vais te foutre une branlée. De suite, à 43 ans, reste chez toi et reste avec Bobonne. Bon, maintenant, je les ai les 43 ans. Et je vais aller me prendre peut-être un de ces jeunes qui pensent comme ça, tu vois. Donc, pour eux, je suis un vieux. Mais moi, j'ai encore 20 ans dans ma tête, donc tout va bien. Et, on va la créer, cette catégorie. Hein? On va la créer, cette catégorie senior. Hein. Il faut. Vas-y, tu peux m'inscrire.
Oui, parce qu'on voit même Superbad 75 qui dit, moi, j'aimerais bien un tournoi des pionniers avec Mathias, avec Gréa, etc. Ben oui. Ah, ce serait génial. On est tous à peu près là, 44, 40, entre 43 et 45 ans. Ce serait un super truc. Ils le font hein, des fois avec Fedor, Vanderlei et tout ça. Pourquoi on ferait pas ça en France une fois Bah, avec... il faut, hein. On va en parler. Il y a les Cyril, il y a les parce que là on est tous plus ou moins dans la même catégorie. Anthony Rea, moi, à l'époque il y avait Kassim Annan. Après il faut que les gens aient envie et tout. Mais il y en a qui vont. Il y en a certains qui en ont envie. Hein. On en a certains. Hein. Il y en a qui disent surtout le sport. Il y en a certains. Alors au promoteur, allô. On va faire le nécessaire. Hein. On va faire le nécessaire. Oui, parce que de toute façon, même la FMMAF a prévu dans ces catégories. Donc, voilà. Sûr. Non, ça, c'est quelque chose, là, on va fouiner un peu plus. On va fouiner un peu plus. D'ailleurs, comme je disais, au FFA, on retrouve pas mal de pionniers qui emmènent, en fait, leurs combattants. Donc, c'est vraiment les grands clubs, on retrouve vraiment, enfin, il n'y a pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, en fait, de ceux qui nous ont fait rêver dans le passé. Donc, non, je note ça et je regarde ça très vite. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mathias. C'est un plaisir. Vraiment. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que tu as un dernier message à transmettre, à passer, quelque chose que tu veux absolument dire? Absolument dire. Moi, absolument dire. Moi, je me dis juste qu'il faut, en fait, même on est dans un truc violent, agressif, conflictuel et tout, mais en fait, il faut toujours tout positiver. Regarde, l'idée là, me pète le tendon, à mon âge, là, avant-hier, ok? Ben, c'est pas grave. J'ai deux façons de voir les choses. Merde, putain, ça me retarde de 6 mois, peut-être que c'est fini. Ou je me dis, ben, c'est pas grave, je vais travailler le point gauche. Je vais travailler mes jambes. Je vais travailler, tu vois, ça me retarde pas tellement puisque de toute façon, j'ai décidé de pas combattre tant qu'il y avait le Covid. Donc, dans 6 mois, mon tendon, il sera refait. C'est pas grave, c'est une étape. C'est une épreuve. Si ça m'arrive, c'est qu'il y a une raison aussi. Tu vois, en fait, mon petit message, c'est d'être parfois un petit peu plus spirituel et d'essayer de penser que tout arrive pour une raison et au final, tout est bon. Tout est toujours bon. Voilà mon message. Ça, c'est un très beau message, en tout cas. Merci beaucoup. On se dit à très, très vite et puis plein de bonnes choses et bon rétablissement. Merci, Cédric. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.